Est-ce que ça enregistre ou pas? Oui. Ok, donc on repart sur le partage d'écran. Et puis on va dire qu'on démarre alors. Donc bonsoir et merci d'être là. Oui, oui, je mettrai aussi le PDF du document. Après, je vous encourage aussi, il y a peut-être des moments où il n'y aura pas tout dans le PDF. Donc prenez des notes papier. Ça fait réfléchir avec la main en même temps qu'avec les yeux. Et mine de rien, ça aide pour certaines personnes, mais pas pour tous apparemment, à renforcer ce qu'on voit en séance. Donc, je suis Franz Martinache. Donc, comme je vous disais, vous m'avez peut-être vu une fois en séance. Je suis venu voir une des séances de Florentin Milour, dont je suis un de ses collègues au laboratoire Lagrange. Je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est la première fois que j'enseigne en licence. Donc, euh, n'hésitez pas à commenter si, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il faut insister sur certaines choses, etc. Bon, l'idée donc c'est de continuer dans la lancée de ce qu'a commencé Florentin et de vous parler de façon générale un petit peu des méthodes en astrophysique. Et là, en l'occurrence, ce dont je vais vous parler, c'est de l'astrophysique observationnelle, plutôt orientée optique, infrarouge, mais avec des choses qui aussi pourraient très bien s'adapter à tout ce qui est ultraviolet, radio, etc. Alors pour la radio, vous aurez des interventions spéciales d'ici quelques séances par Chiara Ferrari qui vous parlera d'interférométrie radio spécifiquement. Mais bon, là on va parler de choses très très générales, mais qui vont quand même vous montrer comment un petit peu la pensée euh, et comment en fait on utilise l'observation en astro ben, comme info primaire en fait pour expliquer pas mal de choses dans l'univers de façon large. Alors, le plan, il est un peu comme ça. Donc, mon idée, c'est vraiment de vous introduire à l'idée d'observation en astro comme moyen d'investigation. Et je vais prendre deux cas de figure en particulier, des cas qu'on va détailler un petit peu, qui sont intéressants pour des choses à propriétés un petit peu différentes. Le premier, ça sera l'étude particulière d'un objet particulier, et on verra l'intérêt que ça peut avoir. Et le deuxième cas, c'est l'intérêt l'observation d'une classe d'objets dans leur intégralité, avec des questions, en fait, des choses qu'on essaie d'investiguer qui sont très très différentes dans les deux cas. Et puis de ça, on va essayer de décrire de façon très très générale un petit peu finalement comment est-ce qu'on met au point des programmes d'observation en astro. Et on fera ça juste avant de conclure en fait sur la séance. Mais là, on va démarrer sur l'idée d'observer comme moyen d'investigation. Et donc, mon idée, c'est de démarrer d'assez loin, mais en même temps en étant assez clair sur ce que j'entends par ça. Et avec l'idée suivante, c'est de vous faire remarquer que quand vous êtes en cours, surtout en licence encore, etc., les professeurs, les intervenants, etc., vous présentent des choses qui sont comme, de votre point de vue, en fait, d'étudiant, un peu des choses qui sont des acquises, c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur le fait que, je ne sais pas, la gravitation existe et s'écrit et se modélise de telle façon, que l'électricité se propage, enfin se conduit dans les conducteurs d'une façon spécifique et que tout ça c'est un peu l'évangile quoi. Et cette façon de s'exprimer en fait que les scientifiques ont de façon générale, qu'on entend quand on est en tant qu'étudiant, on la retrouve aussi quand on entend par exemple des scientifiques, notamment des astronomes aussi, parler dans les médias et énoncer des choses un petit peu avec des tons un peu pontifs, qui sont des choses comme des grandes vérités. Donc, je voudrais vous faire réfléchir un tout petit peu sur les raisons qu'on a en fait de pouvoir dire un certain nombre de choses qui
présentent comme des évidences, mais qui sont en fait pas du tout des évidences. Je vais prendre un certain nombre d'exemples qu'on va essayer d'épioter les uns après les autres avec des choses plus ou moins simples. Donc, la première idée, c'est par exemple de l'observation assez simple qui est de dire que la Terre et les planètes sont des objets qui sont en orbite autour du Soleil. A priori, ça ne fait pas trop débat, ça, à part peut-être chez les gens qui pensent que la Terre est plate. Mais bon, voilà, c'est une idée qui est en fait, si on réfléchit un petit peu, pas si évidente que ça, on va voir. L'observation que l'univers est en expansion, ça c'est un truc qu'on entend partout, et en fait, on verra que ce n'est pas non plus une évidence. Que 85% de la masse totale de l'univers est constituée de ce truc qu'on n'a jamais vu, qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on appelle la matière noire aussi. Et ça, on l'a accepté, on en entend même parler dans les films de science-fiction maintenant. Mais alors en fait, là on verra que c'est quelque chose qui est un petit peu étrange et un petit peu pas évident à appréhender du tout. Mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est capable de dire des choses comme ça aujourd'hui? Et j'aurais pas trop de scrupules là, si on devait poser la question, de dire bah oui, voilà, c'est comme ça. On a un nouvel arrivant dans la séance. Et voilà, bonsoir. Donc pour le moment, vous êtes à 5. Ok. Donc je reprends la suite de mes assertions un petit peu fortes là, et une dernière assertion qui est un petit peu moins compliquée, plus proche de mon métier à moi, on verra, qui est donc de dire en fait qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreuses étoiles dans la galaxie qui abritent des planètes extrasolaires. Et en fait, on va voir que j'espère vous communiquer assez clairement avec vous qu'en fait, qu'aucune de ces choses que je liste ici, en fait, ne sont des vérités qui sont des descriptions exactes de ce qui se passe dans l'univers et qui sont ce qu'on pourrait dire appeler des grandes vérités comme ça. En réalité, ces assertions-là ne sont ni plus ni moins que en fait, des hypothèses qui, au jour d'aujourd'hui, en fait, n'ont pas été encore contredites par un certain nombre d'observations. En fait, ce sont des hypothèses qui sont pour le moment corroborées par l'accumulation de toutes les observations élémentaires qu'on a faites au cours de l'histoire. Et ça, c'est lié à une notion épistémologique qui est relativement récente, en fait, parce qu'on va voir que l'astronomie, c'est une vieille science. On va vous apprendre qu'il y a des astronomes depuis l'Antiquité, même si l'astronomie un peu moderne, ça date vraiment du XVIIe siècle. Cette idée d'hypothèse corroborée, c'est en fait quelque chose qui date des années 30 et qui en fait a été publié en France que dans les années 70 et qui tient au concept de théorie réfutable. C'est dans les écrits d'un certain Karl Popper dans les années 30, un bouquin qui s'appelle La logique de la découverte scientifique, qui introduit le concept de réfutabilité. Alors, si vous cherchez ça en anglais, vous verrez que des fois, il y a le mot qui est utilisé, c'est falsifiability, et donc ça serait en français l'adaptation falsifiable, ce qui veut dire deux choses complètement différentes en français, qui veut dire réfutable et en même temps qu'on peut arriver à trifouiller pour rendre faux, quoi. Donc, vaut mieux utiliser le terme de réfutabilité en français. Mais c'est un concept épistémologique assez important qui caractérise les théories scientifiques et qui les distingue en fait des théories qui ne sont pas scientifiques du tout. Des choses que, justement, je vous disais en plaisantant tout à l'heure, je parlais des platistes, des théories qui ne tiennent pas trop la route dès qu'on les formule comme des hypothèses et qu'on essaye de les invalider. Voilà. Donc une théorie scientifique, c'est quelque chose qui va être caractérisé par une ou plusieurs hypothèses qui vont être réfutables au sens où elles peuvent être mises elles peuvent être logiquement contredites si on met au point un test empirique. Donc en astro, ça va typiquement être une observation qui va venir en fait contredire une théorie qui pour le moment on considérait comme étant un acquis. Donc quand on regarde les choses de ce point de vue-là, en fait, il n'y a aucune des affirmations qu'on a utilisées tout à l'heure qui ont été réellement démontrées. En fait, si on suit strictement cette définition
de la théorie scientifique, en fait, l'idée à prouver quelque chose scientifiquement, en fait, n'a pas de sens. La seule chose qu'on peut faire, prouver scientifiquement quelque chose, on peut pas le faire. La seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est en fait infirmer quelque chose avec certitude, par exemple en produisant un contre-exemple, en montrant que quelque chose ne marche pas. Par contre, quand on a des nouvelles opérations qui, qui vont dans le sens de la théorie qu'on avance, on ne peut pas dire que la théorie est prouvée pour autant, on va seulement dire en fait que les observations corroborent cette théorie-là, la remettent pas en question. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas forcément la vérité, mais juste pour le moment la meilleure description qu'on a d'un phénomène particulier. Donc, une bonne partie du boulot qu'on fait en sciences de façon générale et en astro en particulier, ça va être la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour se poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour mettre au point des théories scientifiques au sens de réfutables, etc. Donc, si on reprend une des assertions que j'ai introduites tout à l'heure, qui est que la Terre et les planètes sont en orbite autour du Soleil, tournent en orbite autour du Soleil, qui est quelque chose sur lequel on est tous relativement d'accord, hein, parce qu'on a été capable de faire des observations maintenant assez claires, on observe depuis l'espace, on voit bien comment ça se passe, il n'y a pas trop d'inconnus. Et pourtant, quand on réfléchit au niveau historique, c'est pas particulièrement évident. Et ça ne correspond pas du tout à la première impression qu'on peut avoir quand on découvre les choses pour la première fois et que, en fait, notre expérience au quotidien, c'est pas trop on se rend pas compte que la Terre, par exemple, tourne autour du Soleil. Du point de vue d'un observateur sur Terre, en fait, on a plutôt l'impression que c'est le contraire et que tout tourne autour de nous, quoi. Et donc ça a plutôt été en fait l'hypothèse zéro, qui était l'observation que tout le monde pouvait se faire, qui était de dire en fait la Terre c'est forcément le centre de l'univers, puisque je vois bien que la Terre, que le Soleil, la Lune, même les étoiles, si je passe à observer toute la nuit, en fait, tourne autour de moi. Et donc, voilà. Donc ça serait plutôt en termes de théorie scientifique. Ben voilà, l'hypothèse que je vais tester, c'est hypothèse 0, la Terre est au centre de l'univers. Et les premières observations que je vous décris, donc d'observer que le Soleil, les étoiles, la Lune, tout ça tourne autour de nous, elles viennent a priori confirmer cette observation-là. Il y a juste que quand on a commencé à faire des observations un peu précises, un peu claires, etc., sur notamment le mouvement des planètes dans le système solaire, enfin, ce qu'on appelle maintenant le système solaire, on a pu se rendre compte que ce n'était pas aussi simple que ça, que les planètes avaient des trajectoires un petit peu compliquées, alors qu'on a continué à essayer de décrire dans ce concept avec la Terre au centre de l'univers, mais qui n'ont pas tenu la route très très longtemps. Mais l'observation qui a vraiment mis à mal cette théorie-là, en fait, ça a été une des observations faites par Galilée, qui est illustrée ici dans la figure à droite, là, qui était de voir pour la première fois qu'un objet, donc une planète qui est Jupiter, en fait, présentait lui-même des satellites qui tournaient clairement autour de Jupiter. Et ça, c'est l'observation qui a clairement permis de démonter complètement cette théorie que en fait, la Terre, c'est le centre de l'univers et que tout tourne autour. Et donc, vous voyez, ici, on a un exemple d'observation qui est capable de tout casser, toutes les préconceptions qu'on avait avant. Et en fait, c'est comme ça qu'on continue de progresser aujourd'hui. L'autre assertion que j'ai avancée, c'était l'idée que l'univers est en expansion. Ça, encore une fois, c'est pas du tout évident. Et même quand on fait des observations avec un télescope aujourd'hui, il faut vraiment chercher. C'est pas le premier truc qui va vous sauter aux yeux. L'hypothèse la plus raisonnable à faire dans un premier temps, c'est plutôt d'envisager que l'univers est stable en fait et n'évolue pas de façon dynamique. Et c'est une hypothèse qui a tenu la route relativement longtemps aussi, encore plus longtemps que celle de la Terre au centre de l'univers, parce qu'il a fallu attendre les années 1920 pour commencer à comprendre qu'il y avait des objets, qu'on appelait des nébuleuses à l'époque,
qui présentait en fait une vitesse radiale, donc en fait une vitesse le long de la ligne de visée, en fait, qui montrait que ces objets-là étaient en train de s'éloigner de nous. Donc, ok, on voit bien qu'il y a des objets qui bougent, puisqu'on voit les planètes bouger dans le système solaire, mais en plus de ça, de voir qu'il n'y avait pas quelle que soit la direction dans laquelle on regardait, on avait l'impression de voir les objets forcément s'éloigner de nous. Et en plus de ça, d'observer, et ça c'est au fur et à mesure qu'on cumule les observations, etc. Donc dans les années 20, là, ce qu'on appelle la loi de Hubble maintenant, de voir que en fait, plus les objets semblent loin, et ça, l'idée de savoir s'ils sont loin, on regarde en gros la taille apparente de ces nébuleuses qui en fait maintenant on appelle des galaxies, et que plus ces objets-là sont loin, plus ils semblent s'éloigner vite. Et donc ces deux idées-là ensemble, en fait, la seule façon de les réconcilier avec le reste des observations qu'on fait, en fait, c'est de voir que, de faire l'hypothèse que l'univers est en expansion. Donc la troisième de mes idées, là, c'était l'observation qu'on fait avec beaucoup d'aplomb aujourd'hui, qui est de dire que 85% de la masse totale de l'univers est constituée d'un truc qu'on appelle la matière noire. Qui est encore une fois un truc pas évident du tout. Et notre expérience courante aurait plutôt tendance à nous indiquer, ben non, en fait, l'hypothèse la plus évidente, la plus simple à faire, c'est de supposer que l'univers il est fait à 100% de deux choses qui sont la matière, donc les trucs dont nous et moi, vous et moi, ça me fait, et de rayonnement, qui est le truc que nous et tout le reste émettons. Voilà, donc la lumière, etc. Alors, ça a été une hypothèse qui a encore tenu encore plus longtemps que toutes les autres, celle-ci, sauf que quand on a commencé à faire des observations toujours sur les galaxies, et que les gens ont commencé à étudier la dynamique des galaxies, c'est-à-dire à voir comment ces galaxies tournaient sur elles-mêmes, à la vitesse à laquelle elles tournaient, et de voir s'il y avait des liens entre la vitesse de la galaxie, d'une certaine partie d'une galaxie, et sa position par rapport au centre de la galaxie. Donc ce qu'on appelle des courbes de vitesse de galaxies. Et en fait, faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui ne collait pas. C'est-à-dire que ces galaxies, en fait, du point de vue dynamique, c'est comme si elles étaient incroyablement plus massives que ce que simplement la masse de toutes les étoiles qu'on voit et du gaz qu'on voit et de la poussière qu'on peut voir aussi indépendamment pouvait suggérer. Et en fait, donc ça c'était un petit peu problématique. Et puis de la même façon, on voit que la dynamique des grandes structures, donc les choses comme les amas de galaxies, ce coup-ci, en fait, elles correspondent absolument pas non plus. L'univers semble être en pratique, pour expliquer la dynamique qu'on voit, beaucoup plus massif que ce que simplement le rayonnement et la matière nous suggèrent. Et donc ça nous a conduit à postuler l'existence de matière invisible, qu'on a depuis appelée matière noire, et puis en plus de ça, être capable de contraindre cette espèce de pourcentage qui décrit en fait être de l'ordre de 85%, ce qui n'est quand même pas du tout un truc qui est négligeable, et qui est quelque chose sur lequel en fait, beaucoup de programmes d'observation sont encore en train de plonger pour essayer de comprendre la nature de ce truc-là. La dernière idée, c'est sur les nombreuses étoiles qui hébergent des planètes extrasolaires. Donc, on connaissait le système solaire clairement depuis le XVIIe siècle, avec les observations de Galilée. Et en fait, si on essaye de regarder les étoiles autour de nous, donc là, vous avez un exemple de photo de l'étoile 51 Pégasi, qui est la première étoile autour de laquelle on a trouvé une planète extrasolaire. Eh ben, je vous mets au défi de trouver une planète là-dedans, d'accord. Il faut regarder. Si on regarde les étoiles, en fait, c'est très difficile Maintenant, on commence à être capable. Il y a quelques exemples d'objets autour desquels on est capable de faire des détections directes de planètes, mais c'est pas du tout la norme, ça. Pour détecter 51 Pégasi, en fait, les astronomes qui ont
utilisait une technique très particulière qui faisait de la spectroscopie haute résolution de cet objet-là et mesurait la vitesse radiale de la planète. Et c'est dans les fluctuations de vitesse radiale de ce machin-là qu'ils ont été capables d'inférer la présence d'un corps pesant qui perturbait dynamiquement l'étoile centrale là, et le passage des observations à la contrainte astrophysique conduit à postuler l'existence d'un objet comparable à la masse de Jupiter en orbite autour de ce machin, qui était donc la première détection de planète extrasolaire. Et depuis, on a fait plein d'autres observations de ce genre-là, des observations indirectes, à la fois en vitesse radiale et aussi en photométrie, qui suggèrent de façon évidente qu'en fait, il y a maintenant, on connaît plusieurs milliers de ce type d'objets. Donc voilà un peu pour cette histoire de panorama de comment est-ce qu'en fait les grandes idées comme ça, elles évoluent au cours du temps. Et bien, il faut rester humble en fait en permanence devant ces choses-là et garder en tête que ce ne sont jamais des grandes vérités, ce sont seulement des hypothèses qui attendent d'être démontées à leur tour. On va rester sur une de ces hypothèses-là, qui est celle avec laquelle moi je suis un peu plus familier. Ici, c'est la question des exoplanètes, des planètes extrasolaires. Et puis, on va voir comment est-ce qu'en fait, le genre de questions qu'on peut se poser maintenant qu'on a fait qu'on a commencé à comprendre que c'était des objets qui existent. Et donc, une question qui se pose naturellement après avoir fait les premières découvertes de ces planètes-là, ça serait de dire, est-ce qu'on serait capable d'estimer la fréquence de ces planètes autour des étoiles de notre galaxie, par exemple. Et donc, ce que je veux vous inviter à faire ici, en fait, c'est vous faire vivre la démarche qui conduit à mettre au point un programme d'observation pour répondre à une question spécifique comme celle-là. Donc, on démarre avec une bonne question, qui n'est pas ici une question d'existence ou pas d'existence. Là, maintenant, on sait que les planètes existent, parce qu'on a fait les premières détections, mais on voudrait mettre au point un programme d'observation qui va nous permettre de répondre à cette question-là, qui est une question quantitative sur la fréquence. Donc, qui dit question quantitative comme ça veut dire qu'il va falloir faire le tour des méthodes d'observation possibles et trouver une méthode qui va nous permettre de faire beaucoup d'observations, parce qu'on veut, potentiellement, et aussi de les faire relativement vite, de façon efficace, pour pouvoir justement avoir des statistiques et comprendre un petit peu les choses. Donc, je vous les liste comme ça vite fait, ce n'est pas trop le centre de mon propos, mais les méthodes d'observation possibles, donc j'ai évoqué l'imagerie directe, et je vous dis, c'est quelque chose qu'on commence à être capable de faire, c'est un peu mon fonds de commerce en réalité, ce truc-là, mais ça reste encore de quelque chose qui est très très difficile à faire, qu'on ne peut pas comme ça faire sur un très très grand échantillon d'objets. Donc c'est marginal et donc ça ne va pas trop nous permettre de répondre à la question encore pour le moment. Les histoires de vélocimétrie radiale, donc de mesure de vitesse radiale comme pour 50 APS, c'est tout à fait possible. En pratique, ce sont plutôt des observations qui prennent pas mal de temps. Il faut faire de la spectro haute résolution, ça veut dire des temps d'intégration un peu longs, et puis les effets qu'on essaie de mesurer, en fait, si les planètes sont petites, c'est des campagnes d'observation qui peuvent prendre des dizaines d'années, en fait, si on veut aller chercher des objets comparables, sur des orbites comparables à celles de Jupiter, par exemple, dans notre système solaire. Il y a une autre option qui est de faire des lentilles gravitationnelles. Ça, c'est un truc assez exotique, assez marrant, qui, en fait, consiste à prédire le passage d'une étoile et d'un système devant un autre objet lointain. Et en gros, la masse combinée des planètes et de l'étoile qui vont venir passer devant cet objet lointain, en fait, peuvent dévier le parcours de la lumière et ça nous fait un effet de lentille gravitationnelle. On peut monitorer la réponse de la déformation du passage de la lumière par cet objet-là
Et c'est assez spectaculaire. Ça permet de faire des observations assez contraignantes sur la présence de ces choses-là. La difficulté avec ça, c'est qu'en fait, ce genre d'événement est assez rare, même s'il est prédictible. Et donc, il n'y en a pas des tonnes non plus, quoi. Mais par contre, il y a une méthode qui est assez intéressante, qui est la méthode de la photométrie, qui consiste donc à suivre la luminosité des objets. Et en fait, bêtement, quand il y a des planètes autour de ces objets-là, c'est pas impossible que les planètes passent devant leur étoile et fassent l'équivalent d'une petite éclipse. Alors, c'est une éclipse hyper partielle, hein, une éclipse annulaire avec ce qu'on appelle un transit photométrique. C'est rare, mais en fait, si on est malin, on peut arriver à observer un grand nombre d'objets de façon simultanée. Donc, c'est l'idée d'observation qui est multiplexable. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que si on va utiliser un instrument et le pointer dans un objet, dans une région du ciel qui est assez dense, par exemple, un petit peu au-dessus du plan galactique, comme je vous ai représenté ici. Alors, pas exactement dans le plan galactique, parce que c'est un peu trop compliqué, parce qu'il y a beaucoup de poussière, d'absorption et de choses comme ça qui rendent l'interprétation compliquée. Mais un tout petit peu en dehors, ici ou de l'autre côté, hein, ce qui aurait été possible, eh ben, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de densité d'étoiles, mais en même temps, il n'y en a pas trop. Et donc, on peut construire un instrument. Donc, c'est le cas de ce télescope ici qui s'appelle Kepler, qui a pointé pendant 5 ans en continu cette région du ciel. Et tous les 6 mois, il faisait un quart de tour sur lui-même pour augmenter la précision de ce machin. Donc, si on veut faire ça au niveau stratégie d'observation, ça tend à vouloir observer observer beaucoup d'objets. Donc, d'où l'idée de ce pointage-là. D'observer en continu, parce que comme les transits sont potentiellement rares, il ne faut pas les louper quand ils se produisent. Donc, on va observer en continu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, ça encourage quand même à envoyer une mission spatiale, par exemple. Donc, c'était le cas de Kepler. Et donc, vous voyez, on est passé d'un problème, d'une question astrophysique qui était de se dire, voilà, c'est quoi la fréquence des planètes extrasolaires? Et la conclusion qu'on en a, c'est la stratégie pour y répondre, c'est d'envoyer une mission spatiale. Et donc là, vous voyez que ça a des conséquences assez importantes, parce que maintenant, pour répondre à la question-là, on va être contraint de devoir organiser, mettre au point un programme d'observation pour une mission spatiale, c'est-à-dire en gros trouver les moyens de financer une aventure comme ça, d'intéresser une communauté suffisamment motivée pour justifier ce genre-là, et mettre en place toute l'approche d'ingénierie, projet, etc. Et donc, en gros, vous êtes lancé sur quelque chose qui peut vous occuper l'intégralité d'une carrière, simplement pour répondre à une question particulière. Donc, ça, c'est un peu la première étape de cette démarche qu'on a, qui est, une fois qu'on s'est posé la question, c'est comment est-ce qu'on met au point la stratégie d'observation qui va permettre de répondre à la question. Imaginons qu'on ait lancé notre satellite, imaginons qu'on ait notre programme d'observation, par exemple le télescope, etc. Vient le moment tant attendu de la prise de données et de leur traitement préliminaire. Alors, la prise de données, c'est un petit peu la partie ce que j'appelle la partie émergée de l'iceberg. Dans le cas de la mission Kepler, c'est le satellite Kepler lui-même qui fait ces données. C'est la durée de la mission qui, en l'occurrence, était de l'ordre de 5 ans. Ça a duré un peu plus longtemps que ça en pratique. Mais 5 ans, c'est petit devant en fait, la durée totale qu'il a fallu, le temps total qu'il a fallu consacrer à la mise au point elle-même de cette série d'observations. Donc, je mets un commentaire. C'est la partie qu'on voit en général dans les films. Je vous ai mis une image là, du film Contact, qui est sur le coup une observation de nature un petit peu différente en interférométrie radio. Donc c'est le moment un petit peu sexy du boulot là, mais en pratique,
autant vous le dire, sauf si vous travaillez pour un observatoire où il y a des télescopes actifs et où c'est votre mission de faire tourner ces télescopes-là, en pratique, pour la grande majorité des gens, ça ne concerne que quelques nuits d'observation par an. Ou alors, comme je vous dis, si vous êtes le pilote d'une mission spatiale, c'est le télescope qui observe tout seul pendant quelques années, alors que vous avez mis au point la mission pendant 10 ou 15 ans. Ce qui accompagne la prise de données, en fait, ça va surtout être là où vous allez être susceptible de commencer à vous interfacer dans ce cycle en fait, de production des données. C'est tout ce qui est traitement des données. C'est-à-dire que les données, une fois qu'elles sont prises, etc., il va falloir commencer à leur faire suivre un traitement, subir un traitement qui va les rendre compatibles avec les tentatives d'investigation qu'on va voir par la suite. Il y a un certain nombre de traitements classiques qu'il faut apprendre à maîtriser et c'est le début en fait de la partie de l'art au sens de l'art et des métiers de l'astrophysique qui est la compréhension des bruits de mesures qui vont affecter les observations à leur niveau le plus élémentaire. Vous avez les choses un peu classiques qui sont ce qu'on appelle le dark current, le courant d'obscurité des détecteurs par exemple, qui est quelque chose qu'il faut systématiquement retirer. Une seconde, il y a quelqu'un qui arrive. Il a l'air d'avoir du mal à se connecter. Donc les traitements classiques, je parlais du courant d'obscurité, donc qui est un truc qui affecte tous les détecteurs qu'on utilise en pratique et qui est quelque chose qu'on apprend à soustraire de nos images. Il y a ce qu'on appelle le flat field, qui est un effet en fait qui caractérise le gain propre à chaque pixel de notre caméra, par exemple. La caractérisation des movie pixels, parce que tous les pixels sont loin d'être homogènes dans pardon, je m'excuse, il y a encore quelqu'un d'autre il y a deux Annabelle Raisin qui essaient de se connecter. Alors, je vais continuer. Donc, cette prise en compte des bruits, en fait, on va voir, elle est vraiment centrale et c'est un truc dont on parlera surtout au moment de notre prochaine séance ensemble. Donc ça, c'est les choses classiques, le dark, le flat, les bad pixels, donc les mauvais pixels de caméra, pardon pour mon mauvais anglais. Il y a des choses qui sont un petit peu moins classiques. Il peut se produire des choses très très bizarres, comme vous observez avec des instruments en astro. Alors là, ici, vous avez deux exemples de plaques photographiques qui datent du début de la fin du 19e siècle, où en fait, vous avez littéralement des bugs, donc des insectes qui se sont insérés sur la plaque photo pendant que les gens ne faisaient pas attention. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des choses, des données qu'il va falloir filtrer, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu aberrantes en fait, dans les données qu'on prend. Vous allez devoir les homogénéiser aussi, ces données, parce que typiquement, ce que vous allez faire, c'est vous allez passer de plaques photographiques ou d'images prises sur une caméra et vous allez les transformer en un format d'échange de données qui est accessible, qui est compréhensible par un grand nombre de personnes. Donc, ça va être des données, par exemple, de position tabulée. Ça va être des formats d'échange de données sur lesquels on est tous d'accord. Donc là, ici, je vous ai mis en illustration un exemple de logiciel standard qu'on utilise en astrophysique qui lie un format de données qui s'appelle FITS,
qui est un format qui a été décrit dans les années 80 par la NASA et qu'on utilise maintenant de façon quasi universelle. C'est un format d'échange d'informations flexible. F de FITS, c'est ce que ça veut dire. Et donc, en gros, beaucoup des données que vous téléchargez sur les serveurs de données, en fait, sont à ce format-là ici. Et en l'occurrence, ça, c'est une image du télescope spatial de Hubble que je vous montre ici. Et vous voyez, encore une fois, c'est une image brute, là, avec clairement, donc, ici, la trace d'une étoile. Puis vous voyez que la réponse des pixels n'est pas particulièrement propre partout, quoi. Donc, c'est hyper important de comprendre d'où viennent les bruits dans ces choses-là, parce qu'elles ont un très fort impact sur les informations qu'on va essayer d'en extraire. Donc, encore une fois, donc, à partir de tout ça, on va essayer, en plus de caractériser le bruit qui affecte les pixels, de documenter tout ça, et surtout, et une fois que tout est documenté, aussi de le partager avec une communauté un peu large. Et donc, en astro, on a vraiment été, je pense, très rapide à être dans l'idée de partage des données collectées. Et notamment en France, en fait, depuis les années 70, il y a un truc qui s'appelle le Centre de données de Strasbourg, qui a un modèle en fait qui a été déployé maintenant. Il y a des copies en fait du service qui est fourni par ce CDS là dans plusieurs pays du monde, notamment donc aux États-Unis puis au Japon, qui réplique en fait les serveurs de données qu'il y a sur le CDS dans des formats que je vous décris, là, des formats de données tabulées et de données sous forme de fichiers FITS. Donc, une fois qu'on a pris ces données-là, qu'on a fait la partie qui peut prendre du temps, hein, c'est-à-dire la mise au point des logiciels un petit peu automatiques qui vont nettoyer et rendre les données un petit peu standards ici, vient le moment important qui justifiait tout ça, qui était comment est-ce que je vais faire pour interpréter ces données-là et répondre à la question qui motivait entièrement le programme d'observation. Donc, vous allez passer de ces données qui sont donc des illuminations de pixels et puis une bonne connaissance du bruit ici à, par exemple, la reconstruction d'un modèle qui décrit la source astrophysique que vous avez observée. Vous allez faire quelque chose comme, par exemple, mesurer une quantité observable, ce que j'appelle un observable hybride. Par exemple, vous faites de la spectroscopie. Donc, vos données brutes, ce ne sont pas là des images, comme je vous montre ici sur le slide, mais un spectre de l'étoile. Mais vous voulez, en fait, à partir de ce spectre-là, mesurer un truc qui n'est pas évident au départ, qui est la vitesse radiale de ce spectre-là, donc en faisant une corrélation croisée entre ce spectre-là et puis un spectre de référence de l'objet pour mesurer une vitesse, par exemple, ou de façon équivalente, hein, mesurer par exemple le redshift d'une galaxie. Vous allez par exemple aussi vouloir faire mesurer la luminosité propre à un objet. Donc si vous vouliez mesurer par exemple toute la luminosité intégrée de l'étoile qui est dans cette image ici, donc vous allez isoler une partie du détecteur sur laquelle vous savez qu'il y a majoritairement les photons en provenance d'un objet particulier, et vous allez compter combien il y a de photons en provenance de cet objet-là, et puis filtrer, éliminer le bruit. Donc vous allez faire ce qu'on appelle la photométrie, où vous allez chercher à partir de cette image-là, par exemple, à estimer un paramètre d'après un modèle. Là, en l'occurrence, l'image qui est ici, en fait, c'est l'objet en question, c'est une étoile binaire. Et donc, le paramètre que vous pourriez vouloir estimer, ou les paramètres à vouloir estimer, ce serait par exemple la séparation qu'il va y avoir entre les deux objets, qui sont en réalité très très proches les uns des autres, ils sont invisibles en fait dans cette représentation de l'image-là. Oui, il y avait une question, pardon, le SIMBAD, c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Le SIMBAD, c'est un des outils du CDS. Ouais. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi Visir, par exemple, qui a un serveur de catalogue d'objets. Je vous montrerai un exemple un peu plus tard où on va travailler en pratique avec un catalogue que j'ai extrait de Visir.
Ouais, donc là, les paramètres qu'on pourrait extraire, ça serait par exemple la séparation entre les deux objets ou aussi ben, l'angle de position entre les deux objets, savoir quelle est l'orientation du système binaire sur le ciel. Vous pourriez aussi estimer, si vous observez une région autour de laquelle il y a, enfin une étoile autour de laquelle vous savez qu'il y a un disque, par exemple, et vous voudriez être capable de mesurer la température du gaz dans ce disque-là pour savoir si le gaz est photo-ionisé ou si la température est compatible avec l'existence de poussière, ce genre de choses, quoi. Et donc, en gros, ben, tout ça, c'est de tester l'hypothèse qui vous a fait justifier les observations. Est-ce que dans ce jeu de données-là en particulier, vous avez fait une détection ou pas? Est-ce que vous avez, dans votre courbe de photométrie, observé le passage d'une planète devant une étoile ou pas? Et puis, est-ce que vous avez été du coup, est-ce que vous êtes capable de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse qui était, ben, je vais faire l'hypothèse qu'il y a un compagnon ou qu'il n'y en a pas, et confirmer ou infirmer cette hypothèse-là. Et même dans le cas où vous n'avez pas détecté, ou même dans le cas où vous n'avez pas réussi à infirmer une hypothèse en particulier, alors que c'était votre intention, en fait, ça ne veut pas forcément dire que vous avez loupé votre coup, à condition que vous pouvez très bien communiquer sur le résultat que vous avez obtenu, mais pour ça, il va falloir communiquer sur c'est quoi les détails qui caractérisent mon observation. Ça veut dire c'était quoi les limites de détection d'après les données que j'avais. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'a pas, par exemple, une capacité infinie à détecter par exemple, les photons, ils arrivent les uns après les autres. Donc, détecter des fractions de photons, c'est un truc qui n'est pas trop jouable. Donc, il y a des objets qui sont très très faibles, qu'on n'est pas capable de détecter avec un télescope donné, avec un setup donné. Et donc, on sait que pour un observatoire, des conditions d'observation données, etc., on va avoir un certain nombre de limites de détection. Et si vous êtes capable de dire, ben, on n'a pas détecté de planète extrasolaire autour de cet objet-là, mais on est capable de vous dire que s'il y en avait une, elle serait au moins, elle ne peut pas être plus grosse que, je ne sais pas, la masse de Neptune, par exemple, à une distance de 20 unités astronomiques. Ça, c'est une contrainte astrophysique très forte qui est en réalité aussi importante, même si elle est moins sexy, je vous l'accorde, que d'avoir détecté une de ces planètes-là en pratique. Et donc tout ça, l'idée de limite de détection, c'est aussi fortement lié à la bonne compréhension des bruits qui vont affecter vos mesures, qui est un truc sur lequel on va parler un peu plus en détail la prochaine fois, encore une fois. Donc là, avec ces 4 étapes-là, en fait, on a fait un peu le tour de ce que j'appelle le cycle de la découverte en astro. On a démarré sur une première étape qui était une étape de curiosité pure, qui était de dire, de formuler une théorie scientifique et de la formuler de façon à pouvoir la rendre testable. Est-ce qu'il y a des planètes extrasolaires? Est-ce que toute la masse de l'univers peut être expliquée en termes de matière pesante et puis de rayonnement, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on peut tester à condition de mettre au point un instrument, un programme d'observation ou une campagne avec de multiples instruments qui vont venir tester cette hypothèse-là. Une fois les données de cette campagne d'observation, de ce satellite, si c'est le choix qu'on a fait, etc., acquises, eh ben, on va donc prendre ces données, les calibrer, caractériser les bruits et les limites de détection qui les affectent. Et une fois qu'on a fait ce boulot-là, on va être capable, dans une deuxième étape, de faire vraiment l'observation scientifique après cette observation technique qui va être de faire une mesure astrophysique, par exemple. Donc, je vous disais, mesurer un paramètre astro, modéliser, reconstruire une représentation de la source astrophysique et venir interpréter le résultat dans le sens est-ce que je suis capable de répondre à la question. En général, on y arrive, mais c'est des questions intéressantes en fait. En général, une fois qu'on y a répondu, ça arrive, ça tend à vouloir formuler de nouvelles questions qui font qu'on s'embarque dans un cycle qui en général peut nous emmener très très loin jusqu'à ce qu'on épuise
une thématique scientifique dans la limite des moyens d'observation que nous avons. Et c'est pour ça que il y a un certain nombre de choses qu'on était capable de faire avec des télescopes sur Terre d'une certaine taille qui, au bout d'un moment, en fait, on a un peu épuisé un champ. Et puis donc, on développe soit une nouvelle technologie, soit un nouveau moyen d'observation, soit on se lance dans la construction de télescopes plus grands, plus puissants, ou observant dans un domaine de longueur d'onde un peu différente, pour venir compléter en fait les questions qui continuent donc d'accroître notre connaissance des objets. Donc ça conclut un petit peu la première séquence en fait, que je voulais faire avec vous. Et la question que je voulais vous poser, c'est peut-être un bon moment là, pour voir si vous avez des questions par rapport à ces choses-là, ou s'il n'y en a pas. Mais je vous laisse peut-être une minute, vous pouvez vous manifester s'il y a des choses qui sont pas claires, ou si ça suscite des interrogations. Non, écoutez, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire comme si ça veut dire que tout était bien passé très clairement. Donc, on va regarder ensemble, investiguer un cas particulier qui est donc l'étude d'un objet en particulier. Et on va partir pour cet exemple-là, en fait, d'une observation qui a été faite donc, dans les années 90 par le télescope spatial Hubble, qui est donc cette image que je vous montre à gauche ici, qui est donc une image qui a été prise par un des instruments du télescope spatial de Hubble, qui s'appelle FOC. Donc c'était le Faint Object Camera, qui était une caméra, une des caméras qu'il y avait sur le Hubble, donc qui était vraiment optimisée pour aller observer des objets faibles. Et là, en l'occurrence, c'était un programme d'observation qui était vraiment dédié à l'observation des étoiles froides. Et donc, cette étoile-là ici, qui s'appelle GJ623, c'est le Gliese Ice, c'est le nom d'un catalogue d'objets qui est connu depuis assez longtemps. Ce sont des étoiles avec un mouvement apparent assez important. Donc en fait, c'est une étoile qui est très froide, mais qui en réalité est assez proche de nous, on verra après, et qui se trouve être une naine. Donc, comme le Soleil est une étoile naine, mais une étoile de type G. Là, ici, on a une naine M, en fait, vraiment une étoile, mais qui est assez froide. Les naines M, en gros, ont des masses qui vont de, en gros, 1/10 à la moitié de la masse du Soleil. Et dans cette image-là, il y a quelque chose qui était à l'époque assez intéressant, assez excitant à voir, qui était ce petit truc ici, là, qui est un compagnon apparent, en tous les cas, qui est présent. Et la luminosité apparente de ce compagnon-là suggérait donc à l'époque qu'il s'agissait peut-être de la première observation d'un objet qui avait été postulé, dont l'existence avait été postulée jusque-là, mais qui n'avait pas encore été observé en pratique. C'était ce qu'on appelle une naine brune maintenant. C'est un objet qui est un petit peu intermédiaire entre l'état d'étoile et de planète, qui est en gros quelque chose qui est un peu comme une étoile, mais qui n'est pas suffisamment massif pour avoir des réactions thermonucléaires qui font que l'étoile brille. Alors, il peut y avoir des réactions thermonucléaires temporaires avec du deutérium, mais qui sont des choses qui s'épuisent assez vite en pratique. Et sont des objets en fait qui se refroidissent très très lentement. On parle en général vraiment de naines froides ou de naines ultra froides ici. Donc à l'époque, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut sortir la bouteille de champagne, est-ce qu'on a découvert la première naine brune de l'histoire ici. Donc c'est pas tout à fait ce qui s'est passé en fait, puisque quand on découvre quelque chose comme ça,
aussi serait vraiment une première, en fait, il faut être assez prudent. Et donc, il faut se poser la question de savoir, il faudrait peut-être qu'on soit sûr de notre coup avant d'annoncer les choses et puis éventuellement d'être obligé de se rétracter. Et donc, il faut se poser un certain nombre de questions pour savoir si on n'est pas en train de se planter. Donc, la première question qu'on devrait légitimement se poser, c'est finalement, est-ce que ces deux objets-là sont effectivement liés l'un à l'autre? Parce que c'est pas impossible que, en fait, l'objet qu'on voit ici se trouve en fait être une haute étoile, mais qui est juste beaucoup plus loin derrière Gliese 623 ici, et qui se trouve qui est juste la malchance de se trouver de façon apparente en fait proche de nous, quoi. Tout à fait possible. Ou encore pire, si c'était par exemple une galaxie hyper lointaine qui se trouve être dans le fond de l'image de cet objet-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier que les deux objets sont associés l'un à l'autre? Un truc qu'on peut faire, c'est tout simplement de les suivre au cours du temps. Je vous ai dit que Gliese 623 était connu comme étant un objet avec un mouvement apparent propre important. Et donc, un test qu'on pourrait vérifier, c'est est-ce que ces deux objets-là, en fait, ils partagent le même mouvement propre apparent important. L'autre option, donc c'était ce qu'on appelle le mouvement propre ici. Et pour savoir, un test qu'on pourrait faire qui est un peu plus rapide éventuellement, c'est de savoir si cet objet-là est aussi compatible, enfin si ça pourrait pas être une galaxie lointaine par exemple. Donc, une galaxie, on sait qu'elle va avoir un spectre, une signature spectroscopique qui va être très très différente de celle d'une étoile par exemple. Donc ça aurait pu être un test faisable. Sauf que faire un spectre d'une galaxie dans l'infrarouge avec un télescope qui n'a pas forcément de spectromètre infrarouge, c'est pas évident. Donc, en l'occurrence, si on suit le mouvement propre des objets, en fait, on peut se rendre compte que oui, les deux objets partagent le même mouvement apparent propre, et donc on peut confirmer qu'ils sont déjà liés l'un à l'autre. Okay. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Ok, c'est vraiment un système binaire qu'on est en train de regarder. La deuxième question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que si pour que ce machin-là soit vraiment une naine brune, il va falloir s'assurer qu'il a une masse qui soit compatible avec celle d'une naine brune. Parce que si on trouve une masse beaucoup plus faible, ça pourrait être quelque chose comme une planète, par exemple, ce qui sera encore plus excitant. Et s'il a une masse trop importante, ça ne va pas être une naine brune, ça sera simplement une autre naine M, peut-être type plus tardif, mais une étoile quand même, quoi. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la masse du compagnon? Il y a plusieurs façons possibles. On pourrait aller consulter des collègues théoriciens et leur demander de dire, s'il s'agissait d'une naine brune, en fait, quelle devrait être la luminosité, étant donné qu'on a une bonne idée, par exemple, de la distance qui nous sépare de cet objet-là. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui est faisable, qui se trouve être en pratique pour ces objets-là en particulier qui sont froids, qui ne marchent pas trop bien parce que les objets froids ont des atmosphères qui sont assez compliquées. Ces objets sont suffisamment froids pour qu'il commence à y avoir des choses comme des nuages dans les atmosphères des étoiles, par exemple. Et donc, les modèles qu'on peut faire pour les étoiles de type solaire marche moyennement bien en fait pour prédire avec précision des choses à ce niveau-là. Il y a aussi des gens qui avaient sur d'autres objets établi des relations empiriques qui décrivent le lien qu'il y a entre la masse et la luminosité, mais qui sont sujettes en fait au même problème quand on regarde des objets très très froids. Et donc la seule solution pour pouvoir conclure de façon convaincante à ce sujet, c'est d'observer, d'essayer de mesurer directement la masse en regardant les effets dynamiques du compagnon autour de cet objet-là. Et donc, c'est un truc dans lequel moi, je me suis lancé à un moment. Et donc, je me suis lancé dans un programme d'observation qui
consistait à suivre l'évolution de cet objet-là autour de son étoile. Alors, si j'essaie de vous faire réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on peut contraindre, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va même être capable de suivre après le programme d'observation. Donc, je vous rappelle, l'observation de HST, en fait, qui est représentée ici, en fait, c'est le point numéro 5 qui est la croix bleue ici, en fait. Il vous donne une idée de la séparation angulaire entre l'étoile primaire et l'objet secondaire ici. Et la séparation est dans une unité, est de l'ordre de 300 millisecondes d'arc. Donc j'espère que ces unités-là, ça va. Donc d'accord, vous avez le degré qui est une unité avec laquelle vous avez l'habitude de composer. Un degré se découpe en 60 minutes d'arc. Chaque minute d'arc se découpe en 60 secondes d'arc. Donc le second arc, c'est un angle très très petit. Et donc là, on a une séparation angulaire de 0,3 secondes d'arc, qui est quelque chose qui est assez petit en fait. D'accord. Bon. La première question à laquelle j'essaie de répondre en vous donnant cette information-là, c'est est-ce que je suis capable de me donner une idée de ce que ça représente, cette séparation angulaire, c'est-à-dire l'angle qui sépare les deux objets de mon point de vue sur le ciel, et de relier ça à une distance orbitale à l'échelle du système, et d'être capable de dire combien, par exemple, il va y avoir d'unités astronomiques qui séparent les deux objets en question. Donc pour ça, il faut qu'on ait une idée de la distance qui nous sépare de cet objet. Et donc là, en l'occurrence, on a des informations en provenance notamment d'un satellite dont je vais parler un tout petit peu après, là, qui s'appelle Hipparcos, qui nous donne des informations de parallaxe sur l'objet. Et là, en l'occurrence, il nous dit voilà, que la parallaxe de cet objet-là, elle est elle-même de 125 millisecondes d'arc. Je dis, est-ce que ça va si je vous parle de parallaxe? Vous savez de quoi je parle, ou il y a un truc qui n'est pas clair à ce niveau-là? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon, très bien alors. Donc, s'il n'y a pas de secret pour la parallaxe, en gros, à partir de la parallaxe, on va être capable d'estimer la distance qui nous sépare de cette étoile. Donc là, en l'occurrence, comme on a une parallaxe de 125 millisecondes d'arc, la distance serait donnée comme étant l'inverse de la parallaxe si on l'exprime en arc seconde. Donc, je vais peut-être l'écrire ça, juste pour que ça passe ici. Donc, on aurait la distance ici, qui serait en fait 1 sur la parallaxe, où la distance ici, elle est donnée en parsec. Pardon, j'ai oublié que j'avais un outil pour faire ça. Et ici, la parallaxe qui est donc donnée en secondes d'arc. Donc, on avait une parallaxe ici qui vaut 0,125 secondes. Donc, en fait, on a une distance qui vaut 1 divisé par 0,125, qui vaut en fait, alors c'est une valeur arrondie que j'ai prise, qui vaut en fait exactement 8 parsecs. D'accord. Donc, d'accord, et je vous rappelle, ça, si je le vire, que donc on a en fait ici l'angle qui est celui sous lequel on voit les deux objets séparés, donc 623 A et B là ici, qui vaut donc 300 millisecondes, d'accord.
Et ici, donc, on a ce que j'aimerais pouvoir trouver, donc c'est la distance, combien il y a d'unités astronomiques, je crois qu'on va appeler ça R, et sachant donc on a une distance qui nous sépare de cet objet-là de 8 parsecs. Donc, le petit problème de trigonométrie, pas trop compliqué, quoi. En fait, on va trouver donc que donc on a la tangente, d'accord, de cet angle. Je vais l'appeler θ ici, de θ qui en fait va être très proche de θ lui-même parce que l'angle il est tout petit, hein, c'est 0,3 secondes d'arc. Et en fait, il va directement être donné par le rapport entre R et D. Et donc, en fait, on va trouver que R, la distance entre les deux va être en gros donc 8 parsecs multiplié par 0,3. Et donc, on va trouver quelque chose comme, je sais pas, ça fait 3 fois 8, 24, donc 2,4 unités astronomiques. Je reviens à la présentation. Ouais, voilà. Donc, ouais, je vous dis, bon, enfin là, j'ai pris des raccourcis. Donc, on peut traduire donc, ces contraintes-là comme étant une séparation orbitale entre les deux qui va être de l'ordre de 2 unités astronomiques. Donc, si on réfléchit à l'échelle du système solaire, ça place cet objet-là à une séparation qui serait entre celle de Mars et de Jupiter. Et donc, en gros, on va avoir des périodes orbitales qui vont être comprises entre 2 et 12 ans. Parce que, en gros, c'est Mars et Jupiter, quoi, quelque chose près. Donc, ça veut dire que si on voulait mettre au point une campagne d'observation qui va nous permettre d'observer toute une période comme ça, ou une fraction significative de cette période-là, il va falloir au moins observer pendant quelques années. Donc, on peut essayer de raffiner, notamment en prenant en compte le fait que on sait que Gliese 623A, c'est une naine M 2,5, parce qu'on connaît le type spectral, on a fait un petit peu de spectroscopie là-dessus. Et donc, on peut estimer donc, que la masse de cette étoile-là est en gros la moitié de celle du Soleil. Donc, on peut utiliser les lois de Kepler qui vont relier la masse totale du système, qui en gros va être surtout la masse de l'objet primaire ici, à la séparation, orbitale qu'on vient de mesurer, qui serait 2,4 unités astronomiques, à la période. Et donc, on est capable de conclure qu'en fait, il faudrait observer pendant une période de 4 ans pour pouvoir faire ça. Donc, observer pendant 4 ans, c'est pas rien. Et donc, ça demande de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire ça en pratique. Hubble, le temps d'observation, il est cher, donc c'est pas forcément un truc qu'on peut faire tous les jours. Donc, il faut réfléchir à la possibilité de faire ça avec un télescope depuis le sol. Il va falloir observer dans l'infrarouge, il va falloir observer avec un télescope relativement grand, puisqu'en fait, la séparation angulaire de 0,3 secondes d'arc fait qu'il faut un télescope avec de l'optique adaptative pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses-là, et un télescope qui fasse au moins 5 à 10 mètres, en fait. Donc, voilà, et il faut que ce télescope-là soit à une position sur Terre qui soit compatible avec l'observabilité de cet objet-là. Parce que selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, on ne peut pas forcément voir les mêmes objets partout, quoi. Donc voilà, donc ça s'attend à observer donc avec des objets, des télescopes dans l'hémisphère nord de 5 à 10 mètres et aller demander du temps sur ces télescopes-là avec sur des échelles de plusieurs années, quoi. Donc, mais bon, on peut y arriver, c'est possible. Donc, vous avez l'exemple ici de l'orbite couverte par voilà. Et à partir de cette orbite visuelle, on va être capable de mesurer en fait le demi-grand axe de l'orbite, c'est-à-dire la distance à l'échelle du système ici qui est là. On va être capable de mesurer l'excentricité de cette orbite-là aussi, l'ellipticité de la trajectoire, et puis aussi mesurer l'orientation, c'est-à-dire l'inclinaison par exemple du système-là. Et à partir de tout ça, être capable de mesurer
parce que du coup, on va pouvoir mesurer de façon indépendante le demi-grand axe et la période. Donc, on va être capable de contraindre assez fortement la masse totale, mieux que notre estimation qu'on avait faite ici, basée simplement sur la spectroscopie, le type spectral. Donc c'est bien, on a la masse totale. Maintenant, on ne répond toujours pas à la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour mesurer la masse de l'objet en question. Donc, il va falloir trouver un moyen de faire des observations complémentaires. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de cette idée de faire de la vitesse radiale, donc faire des observations en spectroscopie haute résolution et de mesurer en fait la vitesse projetée de l'étoile au cours du temps. Et donc, ça, c'est pas un truc que moi j'ai fait, mais je trouve que ça faisait partie des étoiles qui étaient monitorées de toute façon, parce qu'elles sont intéressantes, elles sont proches. Et donc, il y avait des gens qui avaient obtenu un certain nombre de données qui suggéraient, en fait, vous voyez ici la courbe de vitesse radiale qu'on arrive à ajuster parmi ces choses-là. Et donc, en ayant la vitesse radiale comme ça ici, on a une contrainte qui est intéressante, en fait, qui est ce qu'on appelle la fonction de masse, qui est en gros liée au rapport qu'il y a entre la masse du compagnon sur la masse totale ici, avec des puissances qui sont ce qu'elles sont, quoi. Mais bon, donc ça veut dire que si on a et à la fois la masse totale grâce à l'orbite visuelle et le rapport de masse ou la fonction de masse ici grâce à la vitesse radiale, et ben ça veut dire qu'on est capable de séparer les deux masses des objets. Donc on a la masse de l'étoile primaire en fait qui se trouve être beaucoup plus petite que 0,5, plutôt autour de 0,37 masse solaire, et la masse du secondaire qui est en fait plus massive malheureusement que celle qu'on attendait, qui est en fait supérieure à 0,1 masse solaire, et donc qui n'est pas qui est trop massive en fait pour être une naine brune et qui se trouve être simplement une autre naine M de type beaucoup plus tardif, genre une naine M7 ou 8 en fait. Alors ça peut être décevant, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de faire un focus sur la précision avec laquelle on a été capable de caractériser la nature de ces objets-là. Et donc, ces considérations de précision, en fait, sont extrêmement importantes parce que quand on commence à observer des objets de très faible masse, la capacité à savoir si, par exemple, l'objet était autour de 0,090 masse solaire, par exemple, la nature de l'objet est discutable selon les incertitudes qui sont associées à cette mesure-là. Ça pourrait être une naine brune à condition qu'on ait une contrainte très forte sur la masse, donc une incertitude très, très petite sur la masse. Ce qui est le cas ici, mais là, donc, on peut conclure de façon assez forte quant à la nature de l'objet en question. Et donc, à partir de ça, on peut du coup maintenant commencer à se poser de nouvelles questions, savoir est-ce que justement ces deux nouvelles mesures-là peuvent pas servir de contraintes fortes pour les gens qui mettent au point des théories qui décrivent les lois qui relient la masse à la luminosité de ces objets-là. Et c'est le cas c'est typiquement le genre de conclusion qu'on peut tirer de ce genre d'observation. Je voulais rajouter un autre truc sur lequel je n'ai pas commenté tout à l'heure, en regardant l'image qui est ici. Une autre question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'il y a d'autres compagnons en orbite autour de cet objet-là qu'on ne voit pas ou qui pourraient être, par exemple, un de ces machins-là qui semble ressortir dans les images, qui sur le coup en fait ne sont pas des compagnons, en fait se trouvent être des artefacts dans l'image, qui sont dus à la diffraction du télescope lui-même en fait. Mais bon, ça fait partie du genre de questions qui serait naturel de se poser dans la suite de ces investigations. Et donc là, vous avez un exemple un petit peu de démarche un petit peu complète qui est qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour aller caractériser un objet de façon un peu complète. Un deuxième cas d'utilisation dont je voudrais parler ici, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour étudier toute une population donnée. Et là, je vais prendre une population assez large, je vais prendre la population de toutes les étoiles. Et donc, je vous montre une image qui est assez sympa, qui est faite par un de mes collègues
depuis le désert en Arizona. Une jolie photo du ciel qui vous montre en fait que même si à l'œil nu, a priori, les étoiles se ressemblent toutes, en fait, quand on commence à faire des images, en fait, on voit qu'il y a pas mal de diversité, notamment en termes de luminosité. Il y a des objets qui ont l'air beaucoup plus gros sur l'image. En fait, ils ne sont pas plus gros, ils sont simplement beaucoup plus lumineux et donc ils éclairent plus fort les pixels et ils débordent un petit peu sur les pixels de l'appareil photo. Il y a ça, et il y a aussi des différences notables de couleurs, hein. Vous avez des objets qui sont rouges, des objets qui sont clairement... Enfin, celui-là est très rouge, il y a des objets un petit peu qui sont roses, des objets qui ont l'air beaucoup plus bleus, et des objets qui sont blancs aussi. Donc vous avez des différences de couleurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour caractériser un petit peu ces informations-là à l'échelle de toutes les étoiles? Et donc, ce qu'on fait, c'est ce que font un certain nombre d'entreprises bien connues ces jours-ci, qui essayent en fait de collecter autant de données que possible sur une plus grande population possible pour essayer de comprendre la nature de cette population et son comportement. Et c'est une démarche en fait qui a été entamée en astro il y a assez longtemps quand même, en fait, qui a commencé plus ou moins avec la naissance de la photographie et les premières adaptations de la photographie à, pour essayer d'exploiter ça dans l'astronomie. Donc ici, vous avez un portrait d'un monsieur qui s'appelle Henry Draper, qui était un médecin aux États-Unis, qui était passionné d'astronomie et qui s'est très vite intéressé aux techniques de photographie. Et donc vous avez un exemple ici d'une des premières photographies en fait, de la nébuleuse d'Orion qui doit dater de 1880. Donc, une photo assez sympa où on voit, on reconnaît donc, la nébuleuse d'Orion telle qu'on la connaît plus facilement. Vous avez ici un bout de la nébuleuse ce qu'on appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Les 3 étoiles du baudrier d'Orion, etc. Quoi. Et puis, ouais, vous avez en date aussi clé, là, ici, en 1872, première photographie du spectre aussi, l'enregistrement du spectre de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre. Alors, Henry Draper était vraiment passionné de tout ça, sauf qu'il est décédé assez vite et en fait, sa fortune a été léguée à l'observatoire de Harvard, de l'université d'Harvard, avec comme mission d'exploiter la photographie à des fins astrophysiques. Et donc ça a lancé en fait la première démarche, je pense, de l'histoire en termes de démarche au sens big data, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui a été mise en œuvre en fait par un monsieur qui s'appelle Edward Pickering, qui était directeur de l'observatoire en fait, qui s'est lancé dans un programme de collecte de plaques photographiques. Donc vous avez ici 2 exemples comme ça, du ciel et boréal et austral. Donc il a fait construire un observatoire aussi au Pérou, en parallèle de celui qui tournait en fait aux États-Unis. Donc, et ensemble, ces 2 observatoires, en fait, en pas mal d'années quand même, hein, ont compilé quelque chose comme 500 000 plaques photographiques. Et donc, les plaques photographiques, c'est des plaques qui font quelque chose comme quelques dizaines de centimètres de côté. Et dans ces plaques, vous avez un grand nombre d'objets voilà. Donc, on peut monitorer la position, la luminosité, etc. Et ça, c'est un truc qui a conduit à la publication d'un catalogue qui, pendant longtemps, qui reste un catalogue de référence aujourd'hui, le catalogue Henry Draper. Et donc, il y a beaucoup d'étoiles, en fait, dans les catalogues modernes qui ont encore un numéro HD, en fait, qui est le numéro du catalogue de Henry Draper, ici. Une des étoiles qui me vient en tête comme ça souvent, c'est l'étoile HD 209-458, qui est la première planète la première étoile autour de laquelle on a trouvé une planète par transit photométrique, par exemple. Et beaucoup d'objets sont connus par leur nom HD. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que la démarche s'est fortement modernisée et fortement industrialisée. Et en fait, les personnes qui faisaient tourner les observatoires et qui prenaient les plaques photographiques n'étaient pas forcément ceux qui en faisaient l'analyse. Et l'analyse de ces données-là, en fait, a été réalisée par des calculatrices qui ne sont pas ces petits appareils avec des touches que vous émulez maintenant avec le téléphone portable, mais qui étaient des personnes. C'était le titre de certaines personnes. Donc, vous avez une photo ici, là, c'était les computers de l'université d'Harvard, qui en pratique se trouvaient être toutes des femmes. La grande majorité sont d'illustres inconnus. Vous avez ici au milieu, je pense que c'est la femme de Henry Draper, en fait, qui venait un petit peu monitorer ce qui se passait de temps en temps avec ces calculatrices-là, parce qu'elle était intéressée par la démarche. Et donc, je vous dis, en fait, ces femmes-là ont passé des années, des décennies à parcourir les centaines de milliers de plaques photographiques, relever avec minutie la position et la luminosité de certains objets. La grande majorité sont d'illustres inconnus, sauf quelques-unes dont je vais vous parler un petit peu ici, qui sont vraiment des pionnières en fait, de l'astrophysique stellaire. Alors, qui sont des noms avec lesquels il faut commencer à se familiariser, même si elles ne sont pas encore très très connues. Mais ce sont vraiment des héroïnes de la démarche. Donc, une première de ces héroïnes, c'est Annie Jump Cannon, qui est en fait la personne qui, après avoir compilé tellement de données de luminosité sur les étoiles, a été en fait une des premières à être capable de mettre au point une classification moderne des types spectraux des étoiles, et qui est celle qu'on utilise encore aujourd'hui avec des types spectraux qu'on appelle O, A, B, F, les étoiles M dont je parlais tout à l'heure, là par exemple. Ça provient en fait de cette, c'est le résultat un petit peu de cette tentative de classification par Annie Cannon. Vous avez Henrietta Leavitt, qui est, je crois, ici en fait dans cette image-là, qui étudiait en particulier les étoiles variables dans les plaques photographiques du catalogue Henry Draper, et qui a mis au point une relation qui relie la période à la luminosité des étoiles variables de type céphéide. Alors vous avez je vous montre ici un gros plan sur une courbe de variabilité de l'étoile Beta Auriga, par exemple, qui était quelque chose qui avait été déduit de plaques photo ici. Et puis, vous avez aussi Antonia Mori, qui a fait un certain nombre de découvertes dans ces données-là, notamment découvert la première binaire spectroscopique, et qui a aussi en fait été instrumentale pour affiner la classification des types spectraux qui avait été mise au point par Annie Cannon. Alors, la relation en fait, la relation, ce que j'appelle la relation PL ici, c'est un truc qui a l'air anodin comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui permet en gros de donner sa taille à l'univers quand même, puisque c'est les céphéides et la stabilité de cette relation entre la période de pulsation, les céphéides sont des étoiles qui pulsent, et la luminosité absolue de ces objets-là, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour mesurer la distance avec précision qui nous sépare de certaines galaxies, et qu'on corrobore avec justement les mesures de redshift dont je parlais tout à l'heure, pour être capable de dire que l'univers est en expansion, et maintenant on est même capable de dire que l'univers est en expansion accélérée, en partie grâce à ces observations de ces filles. Donc vraiment des pionnières qui méritent qu'on jette un petit peu de lumière sur elles quand même dans cette histoire. Voilà. Donc, Cecilia Payne, il faudra préciser qu'il y a un nom que je ne connais pas là-dedans. Si elle fait partie de ces observatrices-là, il faudra me le communiquer en détail. Mais là, je voulais vous parler, là c'était un petit peu pour vous introduire un petit peu la démarche Big Data, en fait. Comment est-ce que
comment est-ce qu'on fait en astro pour caractériser toute une population? Donc, l'idée, c'était, la démarche, c'était prendre le plus de données possible, le plus fréquemment possible, et voilà. Et donc ça, c'est un truc qu'on a vraiment réussi à industrialiser à l'échelle moderne, justement en mettant au point notamment des choses comme des télescopes robotisés depuis le sol ou des observations ou des satellites qui suivent des programmes d'observation euh, homogènes comme étant comme le cas que je mets en exergue ici, qui est le cas du satellite Hipparcos, qui est un satellite qui a été envoyé par l'ESA dans les années 80 et qui pendant longtemps en fait a été produit un jeu de données qui a été un jeu de données de référence qui commence seulement ces jours-ci en fait à être dépassé puisque l'ESA a lancé un deuxième satellite qui s'appelle Gaia dans lequel l'observateur est fortement impliqué et qui en fait produit des mesures en fait de qualité supérieure à celle d'Hipparcos. Mais ce qui est intéressant avec les données d'Hipparcos, c'est que les données, en fait, c'est un truc qui est encore téléchargeable sans exploser le disque dur de votre ordinateur. Il n'y en a que pour 15 mégas de données. Donc, c'est un truc que vous pouvez aller. Alors, je vais faire ça et aller. Je vais cliquer sur le lien, ça va m'ouvrir un hyperlien. Et vous avez ici donc la page, une des pages du CDS dont je parlais tout à l'heure, avec Visir qui est un système qui manage des catalogues d'objets. Et ici, donc, vous avez les différents catalogues qui composent le catalogue Hipparcos, dont le catalogue principal que vous avez ici. Alors, voilà, je mets à jour. Donc, vous pouvez faire un certain nombre de requêtes sur ces choses-là, à mettre des critères de position, de luminosité, etc. Puis il va vous sortir un certain nombre d'informations sur le mouvement apparent et notamment la distance, donc sous forme de parallaxe qui vous sépare de ces objets-là. Voilà, donc vous pouvez soit utiliser en fait cette interface-là. Donc si je fais une requête sans rien préciser, il va se passer qu'en fait il va me sortir l'intégralité des données du catalogue. Alors je vous montre vite fait, il y a combien de il y a 1 million et quelques lignes de données dans ce catalogue. Vous avez un exemple ici. Et vous avez donc un identifiant, vous avez des coordonnées qui étaient utilisées par Hipparcos à l'époque de l'observation, la magnitude de l'étoile apparente de l'objet dans un filtre Johnson V, qui est en fait correspond à un filtre visible. Et vous avez ensuite donc des choses comme vous avez aussi la magnitude donc, dans un autre filtre, et puis vous avez donc ce qu'on appelle la couleur de cet objet, qui est la différence en fait entre la magnitude bleue et la magnitude visible, qui est un truc qu'on va regarder dans quelques secondes ensemble ici. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger sous forme de fichier de texte sous votre machine en suivant le lien. Donc, vous aurez le PDF, donc vous pouvez aller directement récupérer ça si ça vous intéresse. Et donc là, je vous mets un extrait de ce à quoi ressemble le catalogue en pratique. Donc, vous avez les identifiants, les coordonnées. Ensuite, vous avez la magnitude, le mouvement apparent, la parallaxe et puis donc ici des coordonnées recalculées dans un système de coordonnées un peu plus moderne, parce que les coordonnées en astrophysique, en fait, si on regarde dans les détails, c'est toujours un petit peu compliqué à cause du mouvement, enfin de l'orbite et du mouvement de la Terre, de la précision des équinoxes, qui font qu'on est constamment en train de remettre à jour les systèmes de coordonnées. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que pour 15 mégabytes, en fait, on a tout ça, position, distance, mouvement apparent, luminosité apparente et couleur pour en gros 1 million d'étoiles. Donc ça, c'est intéressant parce que on va pouvoir télécharger ces données-là. Alors, je vais me lancer encore une petite demi-heure, donc ça va, on devrait y arriver. Je vous montre en fait en temps réel à quoi ressemble le catalogue que j'ai sur ma machine. Vous avez un certain nombre d'informations que là.
Et puis, vous avez voilà, les données réduites, traitées, harmonisées, avec les incertitudes qui les accompagnent de ce satellite ici. Et donc, vous avez, donc, comme je vous dis, un certain nombre de choses qui sont plus ou moins intéressantes. Et de ces choses qui sont un petit peu intéressantes, merci, on m'a confirmé, pardon, l'information au niveau de Cecilia Payne, qui était donc, au département d'Astro Harvard, qui aurait donc été la première à théoriser la composition hydrogène des étoiles. Merci. Donc, voilà, donc je reprends mon histoire sur les données ici. Et en fait, mon idée, c'est de vous montrer un peu le genre de choses qu'on peut faire encore aujourd'hui avec ces données-là, avec un tout petit peu de programmation. Donc je vais me lancer dans quelque chose de très dangereux. Je vais faire de la programmation en live. Alors, pas tout à fait, hein, parce que je me suis fait une anti-sèche pour me faire une petite assurance. En fait, je vais en fait charger le catalogue dans une session de Python ici. Et donc, on va voir. Voilà. C'est bien le contraire. On va afficher. Hop, 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 hop. Il y a quand même un aspect live là-dedans. Ah oui, pardon. J'ai rajouté un filtre. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va regarder la commande que j'ai lancée en fait au début. En fait, j'ai écrit une petite commande ici qui en fait extrait, voilà, je retrace mes pas, qui extrait en fait juste un certain nombre de colonnes de ces données-là. Alors, en fait, j'ai extrait les colonnes 0, 3, 6, 9 et 10 qui correspondent respectivement à l'identifiant Hipparcos, ici. La 3, ici, ça va être la magnitude visible dans le filtre V. La numéro 6, ça va être la parallaxe de l'étoile. La 9, c'est l'incertitude sur la parallaxe, qui n'est pas un truc qu'on va utiliser, mais c'est pas grave, j'ai extrait là quand même. Et puis ici, le numéro 10, c'est la couleur de l'étoile, la différence entre la luminosité entre la luminosité dans le filtre B et dans le filtre V, qui est un truc en astro qu'on appelle donc une couleur. Alors, pour ne pas avoir à me rappeler de tout ça, je vais dire, alors, on va recharger une fois. Voilà, je vais dire qu'en fait, là ici, j'extrais la parallaxe en millisecondes d'arc, qui est maintenant la deuxième colonne du tableau que je viens de lire ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben voilà, en fait, je vais sélectionner les objets sur la base de leur parallaxe. En fait, je vais dire qu'il faut qu'ils aient une parallaxe qui ne soit pas trop petite, parce que sinon, ça fait des objets qui sont hyper loin, et une parallaxe qui n'est pas trop grande non plus pour limiter des choses, encore une fois, l'idée de filtrer des points qui vont être un petit peu aberrants. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces contraintes-là pour écrire un filtre. En fait, je vais sélectionner les objets sur la base de leur parallaxe. Et il faut que la parallaxe en fait, soit supérieure à la parallaxe minimum que j'ai fait ici et que cette même parallaxe soit inférieure à la parallaxe maximale que j'ai spécifiée. Donc ça me renvoie en fait à un tableau de booléens qui sont des choses qui sont soit vraies, soit faux. Et il y a bien 1 million et quelques entrées là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais
filtrer les données, je vais dire en fait les données avec lesquelles je vais travailler, c'est les données de départ sur lesquelles qui vérifient ce filtre-là. Et donc ça va me sélectionner seulement les données qui respectent ce critère-là. Donc maintenant, si je regarde, alors en fait, on va voir que je suis passé de 1 million et quelques objets à 23 000 à peu près seulement. Mais donc, ça va être pas mal parce que ça va améliorer un petit peu la visibilité des choses. Et donc, un truc qu'on peut faire, qui était une idée qui était de relier en fait la couleur à la luminosité absolue, à la luminosité de l'étoile. Et donc la luminosité, on l'a ici avec la magnitude visible que j'extrais d'une des colonnes du tableau là. Et puis donc la couleur, hop, je copie ça et puis mon anti-sèche ici, voilà, qui se trouve être ça. Et donc quelque chose qu'on peut faire simplement, c'est d'afficher. Donc, on va afficher la couleur ici, et sur l'autre axe, on va faire ça, et on va faire afficher un point par étoile qui respecte tous ces critères-là. Et donc, on a un diagramme donc, qui, en fait, nous montre sur cet axe ici, on a donc la couleur, et sur cet axe-là, ici, on a la luminosité apparente enregistrée par Hipparcos. D'accord? Donc, déjà, une observation intéressante, c'est que c'est pas complètement aléatoire. Visiblement, il y a une espèce de structure qui semble apparaître ici, mais qui n'est pas encore particulièrement claire. Alors, la luminosité apparente d'un objet, comme je vous le suggérais tout à l'heure en vous montrant l'image du ciel d'Arizona, c'est quelque chose qui dépend de deux choses. La luminosité apparente va dépendre de la luminosité intrinsèque des objets et puis de la distance qui nous sépare de ces objets-là. On est d'accord que deux objets de même luminosité, s'il y en a un qui est plus proche de nous, sa luminosité apparente va être plus importante que celle d'un objet éloigné. Donc, ça veut dire que on va essayer pour se rapprocher de la luminosité absolue de ces objets-là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de prendre en compte la luminosité, la distance qu'on peut estimer à partir des données de parallaxe d'Hipparcos, en fait, et de corriger la magnitude qu'on voit ici, là, qui est donc cette magnitude qui est donnée le long de cet axe-là, là, en corrigeant l'effet de la distance. Et donc, ça nous conduit donc à utiliser un autre truc que je vais écrire en majuscule, qu'on va appeler la magnitude absolue, qui va être en fait la magnitude relative, que j'ai appelée le Vmag, à laquelle je vais soustraire, donc, alors là, il y a une petite formule qui dépend en fait de, alors je vais commenter là-dessus, en fait, la convention pour parler de magnitude absolue, c'est de rapporter la magnitude à celle qu'un objet il aurait s'il était à une distance de 10 parsecs. Donc c'est pour ça que vous avez, alors j'ai pas mis, pardon, la distance, pas encore. La distance, donc il faut, je vous l'introduis comme étant ici 1000 divisé par la parallaxe qui est donnée par Hipparcos. Tout à l'heure, je vous ai dit, si je reprends mes notes là ici, j'avais, alors je vais enlever, hop, j'entre mon crayon, j'avais, je vous rappelle, la distance qui était 1 sur la parallaxe, où la parallaxe était exprimée en secondes. Donc ici, si je l'ai en millisecondes, donc c'est 1000 fois ça, donc je vais avoir 1000 fois la parallaxe exprimée en millisecondes d'arc. D'accord? C'est juste pour vous expliquer
pourquoi j'écris des choses comme ça. Pardon, on termine ici. Et donc, ce que je vais faire à partir de ça, c'est réécrire mon équation aussi, qui va me donner la magnitude absolue, qui va être un composite de la magnitude relative et de la distance qui apparaît, donc ramenée à 10 parsecs. Et en fait, le facteur 5 qui se trouve être devant ici, il est donné parce que l'échelle de magnitude, en fait, c'est une échelle logarithmique qui a une mode puissance en 2,5. Et comme la luminosité varie avec le carré de la distance, on a 2 fois 2,5, donc 5 qui apparaît dans la formule qui est ici. Donc, si je fais ça, je vous remets la figure que j'avais ici et on va faire ce même plot là, sauf que maintenant on va afficher en fait la magnitude absolue à la place. Alors attendez, je vais nettoyer ça et le refaire. Et donc vous voyez que les choses se sont structurées de façon un peu différente. Alors pour essayer de rendre ça encore plus lisible et plus intuitif, et surtout correspondre aux attentes qu'on a de façon générale. La magnitude, on est d'accord que plus la magnitude est élevée et plus l'objet en question il est faible. C'est des conventions qu'on se traîne depuis Hipparque, le monsieur Hipparque de l'Antiquité. D'accord. Donc ça veut dire que pour lire en fait cette figure-là correctement, en fait il faut inverser les axes. D'accord. Et donc je prends cette figure-là, je vais la basculer verticalement et vous produire. Alors je reviens sur ma présentation parce que c'est fait dedans. Alors ça c'est le petit script que je vous donne donc avec le PDF qui vous explique en fait, qui vous donne un petit peu toute la recette que je viens d'appliquer là, et le script qui permet de faire la figure. Donc je viens de commenter en fait cette étape-là qui était avec la magnitude apparente, qui vous montre donc en fait la magnitude absolue, et donc qui vous donne ici une idée de la couleur. Donc, ce qu'on a appelé la couleur ici B-V, et la magnitude absolue qui est donnée le long de cet axe-là. Et donc, on voit qu'on voit quelque chose qui est quand même fortement structuré, qui n'est pas du tout n'importe quoi. D'accord. On voit clairement qu'on a une espèce de tendance le long de cette diagonale-là ici, là, qui est un truc qu'on a fini par appeler la séquence principale, qui est en fait la séquence qui décrit un petit peu comment de façon naïve, comment la luminosité évolue, la luminosité totale évolue en fonction de la température. En gros, la couleur B-V est une espèce de proxy pour la température. Plus la différence entre le filtre B et V va être faible, c'est-à-dire en fait plus on va être avec des objets qui vont être bleus, et plus en fait on est avec des objets qui vont tendance à être chauds. Les étoiles bleues sont des étoiles qui sont très très chaudes, et à contrario, plus on va vers des B-V élevés, plus on va être avec des couleurs on va dire qu'ils sont rouges par opposition à bleu, et puis on est avec des objets froids en fait, d'accord. Je vous ai mis la position, je vous ai rajouté aussi la position du soleil là-dedans. Et donc ça en fait, ce genre d'observation assez simple, en fait, ça a été faite avant Hipparcos avec un nombre beaucoup plus petit que ça, mais qui ont permis de commencer à théoriser le mode de fonctionnement des étoiles. Alors, là, je ne parle pas de correction bolométrique, je ne parle pas non plus de ce qu'on appelle le rougissement, et c'est pour ça que j'ai mis un filtre dans mes données pour ne pas aller chercher des objets avec des parallaxes trop petites, donc trop éloignés, donc avec des objets qui sont susceptibles de traverser des couches de poussière, par exemple, importantes,
qui rendent la lumière beaucoup plus rouge que ce qu'elle n'est, et donc complique un petit peu l'interprétation. Et oui, on pourrait aussi rajouter la correction bolométrique, pourquoi pas, c'est une possibilité pour raffiner encore plus ce diagramme-là, ici. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec ces données de Hipparcos, donc avec peu de choses, donc on peut représenter des choses qu'on voit maintenant si on va sur Wikipédia et qu'on regarde ce qu'on appelle le diagramme HR, qui vous montre assez clairement ici comment différentes étapes de l'évolution stellaire. Donc on a ce que je vous ai décrit comme étant la séquence principale. On a aussi des choses qui se démarquent clairement de cette séquence principale ici, donc ce qu'on appelle des naines blanches, d'accord, avec des couleurs plutôt neutres ici, donc B-V de l'ordre de 0. C'est pour ça qu'on les appelle blanches. Vous avez la branche, ce qu'on appelle la branche des géantes ici, et vous avez même le début de la branche des super géantes qui se trouve là, quoi. Donc, vous voyez qu'avec très peu d'efforts, on est quand même capable, à partir de ces données-là, de commencer à faire des choses qui nous décrivent des choses de physique assez fines, en fait. D'accord. C'était 3 lignes de Python pour sortir quelque chose qui ressemble à ça à partir des données d'Hipparcos. Donc, dire qu'on a, quand on a beaucoup de données, même des données simples, hein, là il s'agit de luminosité surtout et de couleur, on commence à être, quand on a des données comme ça sur beaucoup d'objets, même une donnée simple, eh ben, on est capable de commencer à décrire une population très importante et de commencer à établir des théories qui vont décrire en fait l'évolution stellaire. Et donc, ça, c'est le deuxième pendant de la démarche, en fait, qui est de soit aller caractériser, comme je vous ai montré tout à l'heure, un objet en y allant à mort, en essayant d'être le plus précis possible pour comprendre et répondre à une question précise, ou là, sur ce que je viens de faire, donc mettre au point un programme d'observation le plus générique possible, le plus large possible, s'appliquant à un plus grand nombre d'objets possibles, et être capable de décrire de façon massive une population importante. Et on a du coup comme ça deux types de programmes d'observation qui se complètent et qui reflètent assez bien la démarche de façon générale qu'on a en astro de façon un petit peu moderne. D'accord? Et donc, en gros, on va ensemble maintenant voir, pour un petit peu conclure sur tous ces aspects-là, en gros, finalement, essayer de classifier un petit peu les programmes en termes d'ambition, en fonction de deux critères. Alors, c'est ma classification ici que je vous soumets. Il n'y a sans doute pas la seule et c'est peut-être pas la plus pertinente, mais elle est quand même intéressante. Les critères que je veux mettre en œuvre, c'est de savoir si on pourrait, si on met en œuvre une technique qui est particulièrement nouvelle ou novatrice ou particulièrement raffinée, ou s'il s'agit d'une technique qui est relativement éprouvée, sur laquelle on est assez d'accord. Et donc ça, il y a des considérations au niveau de la technique, et puis il va y avoir des considérations au niveau du type d'échantillon d'objets qu'on va essayer d'observer. Soit on va se focaliser sur un petit échantillon, ou soit au contraire, on va déployer cette technique d'observation-là sur un échantillon de très grande taille. Et donc ça va nous donner une espèce de classification, et vous allez voir en fait des types de démarches qui sont un petit peu différentes, mais qu'on retrouve en pratique dans les programmes en astro encore au jour d'aujourd'hui. Si on est sur une technique nouvelle, complètement nouvelle, et qui s'applique à un petit échantillon, on est typiquement sur un programme de recherche et développement où on va essayer en fait de faire une preuve de démonstration, un proof of concept, pour valider une technique d'observation un petit peu nouvelle. C'est la case dans laquelle moi je me sens le plus à l'aise, et beaucoup de mon travail en fait consiste à faire des observations de cette nature-là. Mettre au point des techniques d'observation, faire les premières observations qui permettent de valider ces techniques-là,
C'est là où je passe la plupart de mon temps de recherche ici. Si on est au contraire sur une technique éprouvée, mais qu'on persiste à vouloir échantillonner et faire des observations sur un... pardon, tant pis, je vais faire dans l'autre sens. Si on est à vouloir... on persiste à vouloir échantillonner un petit catalogue, et bien là, on est typiquement dans un programme dit de caractérisation. Par exemple, on sait qu'on a découvert un certain nombre d'objets comme Gliese 623, là, dont certaines pourraient être des planètes extrasolaires, par exemple. Et le but, c'est de faire un maximum d'observations qui vont nous permettre de conclure de façon précise sur la nature spécifique de ces objets-là. Donc là, typiquement, on va être sur un programme de caractérisation. On a des dizaines de planètes qui sont compatibles avec un mode d'imagerie directe, par exemple. Et ben, on va faire un survey de ces objets-là et essayer de les caractériser en long, en large et en travers. Voilà. Vous avez donc dans l'autre cadran que j'ai mis ici, là, si vous êtes sur une technique nouvelle, mais que vous avez validé dans les étapes de R&D et que vous le déployez sur un gros échantillon, typiquement, vous allez dans un programme de découverte. C'est-à-dire, vous savez que votre technique, elle a le potentiel pour découvrir des objets, soit de très très faible masse. C'était le cas, par exemple, de la démarche des observateurs qui ont découvert la planète 51 Pégasi et qui ont ensuite lancé la démarche d'observation en vitesse radiale pour découvrir les quelques dizaines de premières planètes extrasolaires qu'on a connues. Ces gars-là, ils avaient un énorme échantillon d'objets qu'ils ont continué d'observer en continu pendant une petite décennie. Et ils ont fini par découvrir beaucoup d'objets depuis. Et c'était la logique d'un programme de découverte. Si enfin maintenant vous êtes avec une technique éprouvée, vous êtes sûr de votre coup et vous vous lancez sur un gros échantillon d'objets, ben là vous êtes typiquement dans le genre d'observation programme de physique fondamentale. Vous allez vous allez être avec des missions spatiales genre IPARC, Gaia. Vous allez être sur des missions spatiales comme Euclid ou WFIRST qui vont être lancées là très bientôt. Vous voulez faire des choses comme on sait qu'il y a de la matière noire, on sait qu'on a les moyens d'en mesurer la masse et de la cartographier avec des observations. Donc on va lancer un télescope qui est dédié à ça, qui va observer des milliards ou des millions d'objets et qui va faire un truc très très bien. Donc on est vraiment sur des techniques d'observation fondamentale. Sur un programme d'observation que j'appelle de physique fondamentale. Et donc vous avez avec ça en gros les 4 grands programmes qui vont caractériser les observations en astro de façon générale. Mais pour conclure avec tout ça, il faut garder en tête que tous ces programmes-là, à leur niveau le plus fondamental, ils consistent en fait une observation élémentaire qui est très très simple, qui est la détection de flux, la détection de la luminosité du ciel en fonction d'un certain nombre de paramètres. C'est la luminosité du ciel, donc c'est ce qu'on appelle la photométrie, d'accord, qui était une des colonnes ou plusieurs de ces colonnes des données qu'il y avait dans le catalogue d'IPARC que je vous ai mis en exergue tout à l'heure, en fonction des coordonnées qui sont pointées, qui sont les premières informations de pointage que vous avez dans le catalogue ici. Et donc, les notions de position en fait, vont être liées à une technique qu'on appelle l'astrométrie, c'est la mesure de la position, en fonction de la longueur d'onde aussi. Donc là, vous n'avez pas vraiment de longueur d'onde, mais vous avez quand même des couleurs, des filtres qui ont une information de type spectral. Donc là, ça serait typiquement de la couleur ou de la spectroscopie. Vous avez en fonction aussi, on n'en parlera pas, mais ça existe et c'est important de le garder en tête, de la polarisation de la lumière, parce que vous avez des objets qui émettent de façon polarisée et ça permet de faire des observations assez spectaculaires quand on prend en compte la polarisation. Et vous avez enfin les choses en fonction du temps. Donc, au résultat des courses, vous avez la mission de l'observateur qui est vraiment de faire des détections de flux en fonction de la position, de la longueur d'onde,
de la polarimétrie et du temps pour être capable de faire de la science vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans les programmes de R&D jusqu'à les programmes de sciences fondamentales. Et tout ça, toutes ces données-là, la qualité des contraintes, des observations astrophysiques qu'on va être capable d'en tirer va vraiment dépendre de la qualité de nos observations. Et cette qualité-là, elle va vraiment se mesurer avec les incertitudes qu'on va être capable de leur associer. Et donc, en gros, ça va être quoi? Les erreurs qu'on associe à la détection du flux à un endroit dans cet espace des paramètres multidimensionnels. Et on va voir, donc ça va être le focus à la séance suivante, en fait, l'importance, comment est-ce qu'on fait pour quantifier ces incertitudes, comment est-ce qu'on fait pour les prendre en compte dès le début au niveau fondamental, comment est-ce que les bruits de mesure affectent, enfin les bruits qui affectent les différentes chaînes, les étapes de la chaîne de mesure contribuent à la fin à une incertitude sur une mesure et comment, dans une étape ultérieure, comment en fait ces incertitudes-là, elles vont se traduire par des limites ou des incertitudes sur la physique qu'on va pouvoir être capable d'en déduire. Mais ça, on verra ça les séances suivantes. Donc, si vous avez des questions, ça serait le moment, on a encore quelques minutes. Sinon, de mon point de vue, j'ai réussi à vous parler en 2 heures de ce que je voulais vous parler là. De ce dont je voulais vous parler, pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas pour moi c'est bon. Ok, ben, je conclus donc qu'il n'y a pas de questions. Donc, je conclus la séance. Je vous remercie d'avoir suivi ça en direct et je vais me débrouiller pour m'assurer que l'enregistrement est bien en place sur la plateforme le Moodle là, et je mettrai aussi donc, le support que j'ai utilisé pour ma présentation. Et je vous encourage, si ça vous intéresse, à expérimenter avec le petit script que je vous ai écrit là, allez télécharger les données d'Hipparcos. 15 mégas, je vous dis, ça prend quelques secondes avec une bonne connexion Internet et peuvent commencer à faire des choses intéressantes. Merci à tous, bonne soirée et à une prochaine. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir.